Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV tous les jours de lundi à vendredi 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information. Pardon, rien que l'information et toute l'information. Ce matin encore, nos rubriques n'ont pas changé. Vous aurez tout à l'heure la présence de TVB, une présence toujours remarquée et remarquable, avec la température qui prévaut au niveau de nos tabloïds en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson, toujours présent, nous livrera également ce fait de société qui vous énerve. Il s'agit de la dénonciation. On terminera par l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous avons choisi de parler des ministres de notre gouvernement. Quels critères faudrait-il respecter pour être membre du gouvernement? Avez-vous l'impression qu'il y a des critères à respecter? Sinon, lesquels pour pouvoir être membre du gouvernement au niveau de notre République, le Cameroun? Vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International. Vous avez fait le meilleur choix. Je commence par accueillir ses autres amis, tous ces amis qui nous rendent toujours visite, galanterie ce matin. Je commence donc par la très époustouflante Olivia Bossal. Olivia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout votre panel d'exception et d'excellence. Bonjour à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez. C'est avec plaisir. Merci de nous renouveler au quotidien votre fidélité. Je vous adresse des ondes positives pour cette journée de mardi. La très ravissante, la très resplendissante, la très étincelante Olivia Bossal. Tel un soleil, vous illuminez ce plateau, Olivia. Oh, plaisir, merci beaucoup. Parfois ici, vos compliments, Non, Bernardo n'est pas jaloux. Bernardo partage amplement votre avis. Aujourd'hui, il est assis à côté de vous. Tout à côté de moi. Il a tout fait. Il a tout fait. En face de Olivia Bossal, enfant de la maison, journaliste à Info TV, nous allons accueillir notre consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Bleriot-Niamey, bonjour. Bonjour, bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Pierre Bleriot-Niamey reste le digne fils de Boumniebel, petit-fils de Ruben Oumniobé. Il n'est plus à présenter au niveau du microcosme audiovisuel au Cameroun. En face de Pierre Bleriot, on accueille donc l'inamovible Bernardo Basson, le désormais très pertinent Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour. Le banjo d'un Kouta de modérateur. Je m'habitue au terme de téléspectateur. Je les prends à témoin parce que ce matin, vous commencez à me provoquer d'emblée en disant que je suis jaloux. C'est vrai, Olivia est très ravissante, mais peut-être elle est pour quelqu'un d'autre. Bernardo a son couloir. Moi, je suis un sucre et j'ai mon couloir. C'est Nathalie. Bernardo. Nathalie. En tout cas, je ne dirais pas non, ce serait mentir. Bernardo. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent ce matin. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Je voudrais adresser... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, quoi? Ou bien vous adressez d'abord les salutations? La journée mondiale qui est consacrée aujourd'hui ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est la journée mondiale de l'Europe. Sauf qu'aujourd'hui, 9 mai, on commémore le 107e anniversaire de la traversée en sens retour du peuple Batanga du sud-ouest vers la région du sud aujourd'hui. Donc, il y a leur fête culturelle qu'on appelle la fête du Maï, qui se célèbre tous les 9 mai de chaque année, la fête de la traversée. Et mon meilleur ami est originaire de Batanga, il s'appelle Bolongo Mofi Gilles Martinien, à qui j'adresse le bonjour, à son père également, papa André, et à tous les autres. Et à tous mes frères Batanga du Cameroun, je vous souhaite bonne commémoration aujourd'hui. C'est un grand peuple, sauf si je me trompe, je passe sous le contrôle des historiens. Général Benaye venait de là-bas. C'est un peuple qui n'est que du côté de l'océan. Oui. Sauf si je me trompe. Oui. Et vous avez donc bien fait de signaler que l'un des plus proches collaborateurs du président de la République du Cameroun, paix à son âme, le général Benaye Mpeke, était justement Batanga. Originaire de Batanga. On lui prêtait des pouvoirs surnaturels. C'est vrai que c'était un grand initié quand même. Ça, il faut le dire. Le général Benaye. Le général Benaye Mpeke. Quand vous allez à Kribi,
c'est tout un symbole. Oui. Et puis Bon, maintenant, à Kribin, il n'y a pas que les Bataga. Il y a Non. aussi les, je pense, il y a les Banor, Banor, il y a les Ngumba. c'est les Mabi. il y a les Mabi, il y a aussi les Bapuku, il y a plusieurs groupements. Mais le groupement, plus en plus, ce sont les Batanga. Ce sont les Batanga. On dit que 8 Batanga sur 10 ont le Mami Wata. Et bon, ils appellent ça la Bandjengu. C'est comme une culture chez eux. Oui, mais chez nous aussi, il y a le Wou. Les doigts là, on les Woussou. Voilà, les bêtis, on les Wou. Vous voyez, bon, Ivu, oui, Ivu, je sais pas comment on prononce, soit Ivu. Voilà, vous avez Ivu. bien prononcé. Voilà, en Ivu. fait, ce sont des entités qui accompagnent parfois les êtres humains à l'intérieur ou à l'extérieur de leur personne. Le général Benayem Peke, c'était, sauf si je me trompe, hein, le chef d'état-major. Oui. Le chef C'est un homme d'état-major extrêmement particulier puissant. des armées. Je préfère ne plus parler de lui. C'est un homme Extrêmement puissant. extrêmement puissant. Voilà. Je me limite à ce niveau. D'accord. Lorsque nous avons dit cela, est encore attendu sur ce plateau Jean-Paul Toa, qui est chef d'entreprise. Le temps pour moi de prendre... Vous savez, c'est comme je vais commencer à prendre lors de mes transitions vers Tequila. Nado. Non, ça va. Je vais commencer à prendre un bon verre de vin 111. Vous connaissez le vin 111? Vous savez que je ne sais rien de l'alcool, parfait, ici. Le temps d'un verre de vin 111. Bon retour donc sur ce plateau et c'est pour accueillir de manière magistrale, comme cela se doit, TVB. Bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également à toutes nos téléspectatrices qui nous regardent ce matin. Aujourd'hui, je ne vais pas saluer les téléspectateurs, je salue uniquement les téléspectatrices. C'est une ségrégation au niveau des salutations? Oui. Ce matin, Les téléspectateurs vous énervent? uniquement les téléspectatrices. Uniquement. Qu'est-ce que les téléspectateurs t'ont fait? Vous savez, lorsque j'ai en face de moi des téléspectateurs qui m'aiment beaucoup, je préfère de temps en temps Saluer celles qui ne t'aiment pas. saluer celles qui ne m'aiment pas. Donc ce matin, je salue les téléspectatrices. Le plus jeune rec en Afrique au sud du Sahara s'appelle Théophile Vianney-Billa. C'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Tous les matins, il vous donne déjà rendez-vous à 6h45 pour la revue Acte 1. Il revient à 10h pour la revue Acte 2. TVB, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent donc sur la sortie de l'ART et parlent également de la débâcle des Lions indomptables. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui, au BAT 1, s'intéresse à la cybercriminalité. Procureur The Sony aux mains de la police. Le présumé escroc qui se faisait passer pour Madame Bargangele, épouse du délégué général à la Sûreté nationale, a été présenté à la presse ce 8 mai à Yaoundé par le commissaire principal Vincent de Paul Meva, chef cellule enquête au cabinet du DGSN. On en parle en page 2 du journal Info un matin. Téléphonie mobile, l'ART fait bouger Orange et MTN. C'est la une de ce journal. Un travail discret mais efficace mené par le régulateur contraint les deux opérateurs à travers deux communiqués identiques ou presque et publié ce 7 mai à rectifier le tir. Ils promettent l'amélioration sur plusieurs plans de la qualité du service dans les tout prochains jours. Vivement que les maçons soient jugés au pied du mur. L'économie de Thierry Ekouti parle également de l'amélioration de la qualité des services. Les opérateurs de téléphonie mobile dévoilent les actions qu'ils comptent mener. Ces actions sont présentées en page 10 du journal L'économie. L'info à chaud parle également de cette même actualité ce matin en pied de une. Qualité de service, les promesses d'Orange à ses consommateurs. En page 12, le journal présente les promesses d'Orange ce matin. On s'intéresse également à cette actualité triste. Assassinat du journaliste Agnès Ndeso à Bamenda. Le SNJC et le Kamasej condamnent. Cette condamnation est présentée en page 8 du journal L'Info à chaud. Nord-Ouest, un autre journaliste tué. C'est la une du journal Le Jour d'Aman Mana qui revient avec cette actualité ce matin. Plus précisément en page 3, le journal précise qu'Agnès Ndeso était le chef de bureau du journal d'expression anglaise Advocate. Il a été abattu dans la nuit de dimanche à lundi. Le journal en parle ce matin et présente l'actualité triste ce jour. La Nouvelle Expression présente cette actualité en grande une. Crise anglophone. Un journaliste tué à Bamenda. Manifestement, l'homme des médias s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment avant d'être foudroyé par une des balles d'un groupe armé non identifié. En page 3, on en parle ce matin. Mutation parle de cette presse qui est en danger au Cameroun. Un journaliste tué à Bamenda. On en parle en pied de une. Les détails sont à lire en page 5 du journal Mutation qui précise en grande une que l'argent fait du bruit
bruit du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Une dizaine de responsables placés en garde à vue pour des détournements présumés de fonds publics. Le journal en parle en page 5. Et si on retrouvait également le quotidien Émergence, ce journal qui parle également de cette actualité nord-ouest, un journaliste abattu à Bamenda, on en parle en page 5. Et puis du sport, en grande une du journal Émergence, sélection nationale de football, bilan catastrophique. Ce bilan vous est présenté ce matin. Le Messager parle également sport, CAN U17. Les dessous d'une débâcle sont à lire en page 12 du journal Le Messager de Feu Pius Ndiaoué. Ce journal qui est géré par Jean-François Chanon nous amène également du côté d'une Fundi 3, guerre ouverte, s'exclame le journal Le Messager. La construction des marchés modernes divise le super-maire et le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3. L'arbitrage de Paul Biya attendu, d'après l'information qui est relayée par le journal Le Messager en page 3 ce matin. Camaro Ouest d'Aboubacar Machia Mohamed s'intéresse aux Lions indomptables. Encore une élimination. Où va notre football? La situation actuelle du football camerounais commence à donner raison à plusieurs observateurs avertis qui avaient prévenu sur d'éventuels échecs si et seulement la Fédération camerounaise de football revenait à être gérée par un ancien footballeur. On en parle ce matin. Performance des équipes de football. Cameroun Tribune en parle également et dit qu'il faut rectifier le tir. C'est la une du quotidien gouvernemental qui est en kiosque et qui parle également de ce football camerounais. On parle donc de football professionnel au Cameroun qui a droit en ce moment à des lettres de noblesse. Prenons un autre journal. Il s'agit du journal Essingang de Sa Majesté Marie-Robert Elundu qui est en kiosque et qui nous parle de réarmement socio-culturel. Retour aux sources des Ekang à Yaoundé avec comme grand prêtre le vice-président du comité régional du centre et chef traditionnel Jean-Baptiste Onana, chef traditionnel, patriarche et les autres dépositaires des savoirs ancestraux viennent de tenir à l'hôtel de ville de Yaoundé la première édition de la Bamilang Manekang, un carnaval sur les valeurs socio-culturelles des peuples de la forêt camerounaise. Autour des arts, pratiques, sociologiques et convictions, l'assistance s'est ressourcée à la faveur d'une série d'activités organisées le 30 avril. Le point Biebdo parle de tribalisme. Mars 87, Monseigneur Ndogmo, le précurseur. En page 11, on revient donc sur cette actualité ce matin qui parle également de cette série Cold Case. Abbé Alexandre Désiré Sop, à lire en page 4 du journal Le Point Biebdo, ce bi-hebdomadaire d'information, d'analyse, d'enquête et d'information générale qui est en kiosque ce matin. Doukoula, le quotidien nous amène donc du côté de Doukoula et présente Sa Majesté Ayan Luc ce jour en grande une. On nous fait savoir que la communauté de Doukoula célèbre donc Sa Majesté Ayan Luc avec faste. Cette information est présentée au journal Le Quotidien. Leader presse Ambroise Médard Manga s'intéresse à l'adoption des comptes administratifs et de gestion. Les mains propres des créances aux dettes au tout. On en parle ce matin. Au BAT 1, on nous amène du côté de Bafang, plus précisément à Batche. Un Français saccage les champs des villageois. Cette information est présentée ce matin au journal Leader Presse en page 2. Qu'est-ce qui se passe du côté de Bafang? À lire au journal Leader Presse d'Ambroise Médard Manga qui est en kiosque ce mardi. EcoNews nous permet de refermer cette revue de presse et le journal de Pascal Dibamou regarde ici bien évidemment ce programme économique et financier qui a été donc passé en revue. On parle bien évidemment de la 4e revue passée au scanner. La délégation du FMI qui séjourne au Cameroun depuis le 4 mai et ce jusqu'au 17 mai prochain a rendu visite de courtoisie au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane May. Quel est l'enjeu de cette mission conduite par Kémy Sankak? On en parle en page 5 du journal EcoNews qui s'intéresse donc à cette mission du FMI en visite au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. De votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci TVB, moi je le désire bien. Je vous en prie. Merci également pour cette brillante revue de la presse, comme d'habitude. Oui. Et comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous livrez l'essentiel de l'information de ce soir dans son aspect fait saillant de l'actualité, le 19h ou le 20h. Le 19h et le 20h de ce soir va s'intéresser donc à la lutte contre le choléra, plus précisément dans les écoles maternelles et primaires. Vous savez que le gouvernement a
pris des dispositions à travers le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Toundingwa, afin que cette lutte soit intensifiée dans les écoles maternelles et primaires du pays. Alors on va voir le déploiement qui est donc mis sur le terrain pour éradiquer, éloigner les jeunes du choléra qui fait des ravages depuis un certain temps. On va également parler de ce transfert de compétences lorsqu'on est dans une localité où il y a un maire de ville et des maires des arrondissements. On va essayer de voir qui est appelé à faire quoi et quelle est la place de tout un chacun dans ce genre de circonscription. Il faut dire que c'est très important, hein, que les deux sujets. Tout à l'heure, d'ailleurs, nous parlerons du deuxième sujet qui nous intéresse également dans le cadre du 19h et du 20h ce soir. Ce conflit de compétences au niveau de ce que nous appelons les super-maires, maintenant les maires d'arrondissement dans notre pays, le Cameroun. TVB. Parfait, ici. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, plusieurs actualités justement nous intéressent. Il y a cette folle actualité, un certain procureur, mettre les guillemets, Zessouni, qui est entre les mains de la police. Et il se faisait passer d'abord pour un faux procureur, je pense, de la Cour suprême. Par la suite, il s'est fait passer pour l'épouse du très célèbre et très respecté patriarche Mbargangele, le DGSN. Malheureusement, justement, ou alors heureusement, la police l'a capté et l'a tout simplement ligoté. Il est passé aux aveux complets. Il avait déjà escroqué Bernardo pratiquement 20 millions de francs CFA à une dame qui voulait mettre un enfant à la police camerounaise. Oui, mais se faire 20 millions. Se faire passer pour le procureur de la République. De la Cour suprême. Un procureur près de la Cour suprême. Oui. Wow. C'est une usurpation de titre, non? C'est très grave. Oui, c'est pénalement encadré. Bien sûr. Donc la loi pénale s'applique forcément à ce genre de cas et donc il sera naturellement condamné conséquemment aux actes qu'il a posés. Maintenant, se faire passer pour la femme ou alors un proche de la famille du DGSN. L'épouse du DGSN. Bon, c'est pas une usurpation de titre, mais c'est plutôt de la manipulation, de la tromperie, parce que vous savez, épouse de DGSN, c'est pas un titre au sens de la République. Au niveau du Cameroun, on sait que ça peut donner plein de pouvoirs. Oui, ça peut donner des pourquoi pouvoirs. Il n'a pas dit qu'il était l'épouse d'un pousseur là en Gambie. Parfait, ici, dans les faits, vous voyez, dans les faits, c'est un titre. Dans les Tout à faits. fait. Mais là, je parle de ce que la légalité encadre, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de statut d'épouse de. C'est clair. Voilà, donc clairement, là, c'est de la manipulation, c'est de la tromperie, et forcément, Trafic d'influence. surtout. Même si c'est vrai que l'idée n'est peut-être pas d'abuser. Bon, oui, il abuse certaines personnes dans les faits. L'idée est d'arnaquer, puisque je vous dis que il y a de l'escroquerie. Il a eu à travailler, bon, je ne sais pas si vous dites travailler, il a été en contact avec une dame dans le cadre de cette affaire, mettre un enfant à la police. Il a commencé par les petites sommes. 200 000, 300 000, 500 000, on arrive à 3 millions, 4 millions. Bon, lorsqu'on totalise tout ce qu'il a pu prendre à la dame, ça s'élève à 20 millions de francs CFA. Parfois ici, pourquoi est-ce que cela est possible au Cameroun? C'est symptomatique de la réalité camerounaise. C'est qu'aujourd'hui, le Camerounais sait pertinemment que pour avoir accès à certaines écoles, il faut passer par certains chemins. Ce qui est donc arrivé là, est-ce que ce n'est pas également la preuve de ce que Bernardo, ce n'est pas vrai? Puisque voilà, dans la dame, que ce n'est pas vrai. La dame a donc donné de l'argent, mais son fils n'est pas entré à la police. Bien sûr que il y a deux éléments qu'on peut croiser ici. Le premier, c'est que pour la dame, elle avait la conviction de ce que pour que mon fils ait accès ou ma fille ait accès à l'école, il faut que je paye. Et donc aujourd'hui, quand même, elle est désillusionnée en se rendant compte que voilà, ce qu'on lui a promis n'a pas été fait. Sauf que certaines personnes se feront arnaquer de la même façon parce qu'au Cameroun, il y a une conviction étalée reposant sur le fait que l'accès à certaines écoles ou à certains instituts est conditionné par le fait qu'il faudrait absolument payer la place. Ça, au Cameroun, c'est devenu établi, c'est devenu un truisme, une vérité générale. Donc le drame, c'est que la dame soit faite arnaquer. Mais l'heureuse nouvelle également, c'est que le bandit, entre guillemets, s'est fait choper et donc forcément, il va répondre de ses actes devant la justice. Et nous profitons de l'occasion pour saluer le commissaire principal Meva, très sérieux au commissaire principal Meva, qui est l'un des hommes de main du DGSN, qui est en train de cuisiner ce malfrat. Voilà. Lui, Paul, toi, bonjour. Bonjour, parfait ici. Déjà,
toutes mes excuses pour le retard. Les téléspectateurs ne savaient pas que vous étiez en retard. Hein. Voilà. Donc, c'est dû à la grosse activité qui s'annonce aujourd'hui du côté du Palais des Sports. L'installation du comité d'organisation de la CAN de volleyball qui sera présidé aujourd'hui par le ministre des Sports. Donc, comme je fais partie prenante de la cheville ouvrière... Vous êtes au comité d'organisation? Pas personnellement, mais je suis l'un des acteurs majeurs pour l'organisation de cette cérémonie. Et qui soutenait également en camp? Non, on ne soutient pas en camp, il y a eu une victoire et le président de la fédération, le nouvel exécutif, est à pied d'œuvre pour organiser la CAN. Et le président, c'est qui? Bello Bourdan. Et d'autres disent que c'est Serge Abouem. Non, je ne sais pas. Serge Abouem également est déjà très loin, hein, très avancé au niveau de l'organisation justement de cette CAN, moi, le volleyball. Je vous mettrai bien au défi de me dire s'il y a deux républiques, si le Cameroun n'est plus gouverné. C'est la même question que Serge Abouem se pose. Est-ce que ce pays n'est plus gouverné? Monsieur Abouem a été battu dans un processus normal, régulier, encadré par le ministère des Sports, encadré par les autorités de la ville. Et d'autres retorquent que M. Serge Abouem a gagné normalement l'élection, dans un cadre bien établi, bien encadré également. C'est le cas. Non, et Bernardo me dit que c'est le cas. Non, c'est tout simplement parce que il y a des gens qui sont de mauvaise foi, ou qui sont des mauvais perdants. D'accord? Lorsque vous avez gagné une élection, il y a des mécanismes qui font en sorte qu'on reconnaisse votre élection. Alors, quand ces mécanismes ont été respectés, c'est-à-dire le ministère a envoyé des observateurs qui ont validé l'élection, la Confédération africaine a validé l'élection. Ok, lui, Paul, c'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. A validé l'élection. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout parce que il subsiste encore dans l'esprit. Le problème qui se pose, c'est que dans le cadre de ce dossier, c'est un peu compliqué que je vous laisse aller jusqu'au bout parce que quelqu'un me dira que je n'ai pas été équilibré. Il fallait que j'amène également ce qui défendent. Je ne comptais pas rebondir. Non, il sait qu'il est dans l'erreur. C'est-à-dire, M. Bello Bourdan bénéficie tout simplement de l'appui ministériel qui s'est impliqué de façon profonde dans le processus, qui a organisé l'élection en ses bureaux. On ne sait pas où est-ce que cela est consacré et qui s'est arrogé le statut ou le droit de pouvoir homologuer un PV. Il y a des contre-vérités qu'il ne faut pas laisser prospérer dans l'opinion publique. Et c'est très malsain de notre République. D'accord? Alors, M. Paul Biya a gagné l'élection de 2018. D'accord? Il a été reconnu par tout le monde. Il a été reconnu par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça a empêché M. Kamto de contester cette élection? Est-ce que par ailleurs ça a empêché le M. Biya de diriger le Cameroun? Non. On est dans un processus. Quand les gens se sentent floués ou se sentent lésés, il y a des voies de recours. L'élection de M. Bello Bourdan a été reconnue par le Comité national olympique qui est au-dessus du mouvement sportif camerounais. Il a été reconnu par la FIVB qui est la Fédération internationale de volleyball. Léopold. De quoi parlons-nous encore? Léopold, toi, oui, on vous a suivi. Hein. Je préfère que nous puissions parler de l'actualité brûlante. Il s'agit justement de ce confrère, hein, malheureusement, qui a encore été tué du côté des zones dites anglophones au Cameroun. C'est un journaliste qui a donc été tué dans la nuit de samedi à dimanche. Un confrère, il a été tué par ce que nous appelons les Ambaboy, sans oublier également que le messager parution de ce matin nous ramène également dans cette désormais guerre ouverte entre le maire de la ville et le maire de Yaoundé 3, monsieur Lucas Owona, au sujet de la construction d'un marché dans la cité capitale. Quelle est l'actualité qui vous intéresse? Alors, les deux actualités m'intéressent. Ah, vous avez le gros cœur. Mais il y a une actualité qui est bien triste. C'est le fait qu'on assassine les journalistes. C'est au niveau national et au niveau international, je pense que le Cameroun recule sur les indices des différents classements sur la liberté d'expression,
Reporters sans frontières nous a classé les droits de l'homme. Dernièrement 138e sur 180. C'est très malheureux parce que le chef de l'État a dit un jour à un journaliste, je voudrais qu'on retienne de moi que j'ai apporté la liberté d'expression et la démocratie dans C'était à Radio Monte Carlo. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un conflit qui perdure parce que il y a une catégorie de personnes qui ont décidé de vendre le Cameroun, pour utiliser une expression simple. Et le conflit s'est enlisé et aujourd'hui, nous avons les conséquences de ce conflit. Mais maintenant, il faudrait que les autorités fassent des enquêtes objectives, déterminent les raisons pour lesquelles ce journaliste a été assassiné. S'il n'y a pas eu de complicité au sein de l'appareil, s'il n'y a pas eu un certain nombre de choses, et lui réserver des obsèques dignes à ce sujet. Maintenant, sur l'actualité qui concerne le maire de la ville et le maire de Yaoundé 3, je pense que la personne qui gère la ville, c'est le maire de la ville. C'est lui qui a le plan directeur de la ville. Parce qu'une ville se construit dans une certaine harmonie. Quand vous allez dans d'autres pays, vous vous rendez compte que chaque pays, chaque ville, chaque grande ville a une identité qui lui est bien propre. D'accord? Quand vous allez à Paris, par exemple, on vous dira c'est le style haussmannien. Et vous voyez presque tous les immeubles qui se ressemblent. Quand vous allez à Berlin, vous trouvez une identité. Quand vous allez à Madrid, vous trouvez une identité. Et je pense que pour qu'on arrive à cette identité... Je pense que pour l'instant, il ne s'agit pas d'une identité que le maire de la ville veut donner à la ville de Yaoundé. C'est juste un conflit de compétences. Oui, le conflit de compétences découle donc de cela. Parce que les marchés... Vous n'êtes pas de ceux qui pensaient que le maire de la ville a ses prérogatives et les maires d'arrondissement ont également les leurs. Je suis tout à fait d'accord, mais sauf que on doit harmoniser les positions. Parce que quand vous regardez la ville de Yaoundé, par exemple, la ville de Yaoundé n'a pas une identité. Si vous allez en Vombi, vous trouvez des choses là-bas. Donc le maire de la ville de Yaoundé veut donner une identité à Yaoundé. C'est à lui. S'il ne le fait pas, il ne fait pas son boulot. D'accord. C'est à lui, c'est-à-dire que le plan directeur, je le dis pourquoi, parce que j'ai collaboré un temps avec l'ancienne communauté urbaine, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Il y a un plan directeur de la ville de Yaoundé. C'est-à-dire que les routes, les marchés, obéissent à un certain cahier de charges. Mais maintenant, sur le conflit dont vous évoquez, je n'ai pas tous les éléments pour suffisamment analyser. Parce que lorsque un maire veut construire un marché, par exemple, la mairie de la ville projette de construire une autoroute à cet endroit-là. Vous avez vu le monument J'aime mon pays. Il a posé des problèmes. Le monument, le Patriote. Le Patriote, il a posé un problème au point où il y a eu un démenti de la mairie de la ville parce que il y a ce projet d'être construit à cet endroit une autoroute. D'abord, d'ailleurs, l'autoroute de Yaoundé. Donc, il faudrait que les maires... C'est compris, lui, Paul. Voilà, harmonisent leur position avec la mairie de la ville. Je vais également passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre de duel entre un maire de la ville et un maire d'arrondissement. Pour l'instant, le sujet justement qui nous intéresse, plusieurs journaux en font d'ailleurs état ce matin. La guerre est donc ouverte entre le maire de Yaoundé et le maire de Yaoundé 3, M. Lucas Owona. Au sujet de la construction d'un marché, le maire Lucas Owona estime que le maire de la ville est en train de vouloir le piétiner. Ben, je vais faire amende honorable. Je prendrai l'information à bonne source pour pouvoir confronter les idées des uns et des autres. Ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que depuis un certain temps, il y a un désordre généralisé. C'est quoi un maire de la ville ou un super maire? C'est une sorte de coordonnateur. Il coordonne. Mais il n'agit pas directement au niveau des collectivités territoriales décentralisées qui ont leur territoire. Le maire a un territoire. Bien évidemment, il soumet à son patron hiérarchique
les projets qu'il envisage réaliser sur son territoire. Le maire de la ville ne se substitue pas au maire d'arrondissement. Maintenant, le désordre vient aussi de ce que par le passé, nous avions ce qu'on appelait les délégués de gouvernement, qui avaient des pouvoirs exorbitants. En changeant même seulement la dénomination, on a voulu indiquer qu'il n'y a plus quelqu'un qui commande tous les autres. Il y a un qui coordonne les aspects de travail. Le document qui indique le travail des collectivités territoriales décentralisées est bien clair. Ce n'est pas parce qu'on est à Yaoundé que ça change. Il y a des mairies à régime spécial, vous en connaissez quelques-unes. Mais il y a également des maires qui gèrent des territoires. Donc, comme je l'ai dit d'antan, je vais me rapprocher très bien du dossier pour comprendre qui doit faire quoi et qui n'a pas fait ce qu'il devrait faire. D'accord. Je pense que c'est la meilleure attitude que nous adoptons ce matin. Nous allons donc enquêter sur ce duel entre le maire de la ville et le maire de Yaoundé 3, M. Lucas Ouona, très apprécié de ses populations. Il faut ajouter que M. Parfait Aïs, oui, lui, Paul, le maire de la ville de Yaoundé, sa base politique, c'est Foulan. Et Lucas Ouona, qui est le maire de Yaoundé 3, sa base également, c'est Foulan. En réalité, c'est une guerre entre deux frères. Hein. Oui, mais maintenant, il faut aller... Ils sont tous natifs des Foulan. Non, la base politique n'est pas la base de compétences. Le maire de la ville est des Foulan. Il n'est pas le maire des Foulan. Pas du tout. Ok? Pas du tout. Il n'est pas le maire des Foulan. C'est clair. Sauf que c'est lui qui coordonne. Parce que la mairie de Yaoundé et la mairie de Douala, la ville de Yaoundé et la ville de Douala ont un régime spécial. Il n'y a pas que ces deux. Hein. D'accord? Ils ont un régime spécial. Beaucoup plus poussé. Parce qu'il s'agit de la capitale. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de conflits entre le ministère de la ville, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, la mairie de la ville et les mairies d'arrondissement, puisque il y a le maire de Yaoundé 6 qui a conçu des boutiques à une époque et qui ont été rasées par le maire de la ville. Parce que le maire de la ville a dit on ne peut pas le faire à cet endroit. Deuxième chose, c'est que si le maire de la ville, si le maire des Foulan veut construire un marché, c'est lui qui détient le budget de ce marché pour la construction. Mais maintenant, le site... Le problème qui s'oppose est que, le Paul, on vous comprend très bien, hein, mais est-ce que cela signifie que le maire d'arrondissement n'a plus rien à dire si le maire de la ville n'a pas donné le OK? C'est-à-dire que sur Yaoundé, le maire de la ville, comme je vous ai dit, a une prépondérance sur les maires d'arrondissement. Il faut que pas les gens... sur le plan technique, sur le plan administratif. Je dis bien sur le plan technique. Parce que le plan directeur de la ville, parce qu'il faudrait bien que les gens comprennent, le plan directeur de la ville de Yaoundé est élaboré par la mairie de la ville. Parce que la mairie de la ville, je vous prends un exemple. Vous parlez là depuis une vingtaine de minutes. Hein? Permettez-moi de clarifier une ou deux choses. Lorsque la ville veut construire une route, d'accord, qui passe sur plusieurs arrondissements, d'accord, c'est la mairie de la ville qui détermine le tracé. Ce ne sont pas les mairies d'arrondissement. D'accord? Lorsqu'on parle d'entretien routier, par exemple, on ne parle pas de mairie d'arrondissement. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, à Efoulan, quand la chaussée se dégrade, le maire ne peut rien faire. C'est une compétence de la mairie de la ville. Rentrer dans la construction du marché qui pose problème ici. Bon, la construction du marché, du bâtiment. Si vous regardez, il y a peut-être deux choses. Je ne connais pas très bien le dossier, mais il y a peut-être deux choses. La première chose, c'est peut-être le site où le marché sera construit. La deuxième chose peut être l'architecture même du bâtiment en question. Parce que je vous ai dit, toutes les villes dans le monde ont une identité. C'est compris. Et la ville de Yaoundé essaye de se faire bâtir. C'est pour ça que vous verrez, pour terminer, vous verrez qu'à Yaoundé, les immeubles privés ne dépassent pas une certaine hauteur. Vous dépassez d'1 mètre, on casse votre immeuble. Merci beaucoup.
Je ne savais pas qu'on était aussi rigoureux au niveau de l'urbanisme. Vous subodorez naturellement l'affiliation, la proximité politique entre deux ou plusieurs personnes ici. À la réalité, de façon mécanique et méthodique. Le maire de la ville a une mission administrative, une mission de contrôle, une mission de supervision. Il peut donner les grandes lignes. Et la mairie d'arrondissement est l'ouvrière. Elle a les éléments techniques pour réaliser ce qu'il doit réaliser dans ce qui est prévu par le maire de la ville. Donc, il n'a pas à venir dans la construction du marché en question, excepté s'il y a un problème majeur qui doit donc relever. Donc, ici, c'est une question de conflit d'ego. Est-ce que c'est le maire qui a demandé à construire le bâtiment? Je comprends pas très bien. Parce que je vous ai dit, le maire de la ville ne dispose pas vous avez dit que vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Mais voilà, je sais que le conflit, parce que parfait. Je vous ai dit. Et Pierre Blériot a également été honnête en disant que il va enquêter et reviendra. Le problème, ce que je dis, c'est que pour avoir collaboré avec l'ancienne communauté urbaine de Yaoundé, d'accord, il y a des compétences qui sont dévolues. C'est compris. Et le maire de la ville personne ne veut te le contredire. Du meilleur service technique de la ville. Parfois ici. Oui, moi je pense que Olivia, vraiment, vous nous avez écouté là de manière très patiente et même passive. Hein. Vous avez également votre mot à dire dans ce désormais duel des deux frères. En fait, c'est un conflit qui est vieux comme le monde. C'est-à-dire que selon certaines informations, c'est une guerre qui monte à très très longtemps. C'est-à-dire que loin de toutes les explications que le monsieur essaye de nous donner, elle ressemble beaucoup plus à une guerre politique. Hein. Voilà. Oui, elle ressemble beaucoup plus à une guerre politique. Donc on essaye de... Moi je me rappelle à l'époque, le maire Lucas Owona, effectivement, il avait déjà pratiquement fait les premiers aménagements, mais l'endroit a carrément été scellé par le maire de la ville. Vous voyez un peu. Vous voulez dire qu'il y a des règlements de compte? Oui, en fait ça s'apparente parce qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est comme Bernardo l'a dit. Le maire de la ville est là pour coordonner. Il est le coordonnateur. Et le maire d'arrondissement est celui qui implémente. C'est-à-dire, il est le technicien, comme on le dit souvent. Il est celui qui maîtrise un peu les aléas et tout ce qui va avec. Donc, ici... parce que j'ai certaines informations, de mon point de vue, je sais de quoi il est question, ça ressemble beaucoup plus vous ne donnez pas ces informations? À une guerre politique parfaite ici. En fait, c'était dans une autre vie. Puisque nous sommes à la recherche, comme disent souvent les enquêteurs, nous recherchons la manifestation de la vérité. Non, sinon même quand les enquêteurs disent ça. Non, sinon que ça ressemble beaucoup plus à une guerre politique. Et maintenant, pour arriver, je peux chuter avec, parce que ça me concerne, c'est un confrère ce journaliste qui a été froidement abattu à Bamenda. En fait, oui, tout à l'heure, on en parlait à la rédaction. Il faut préciser, selon les premières informations qu'il filtre, en fait, c'est que le monsieur a été abattu. Il a été pris pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que son macaron, je crois quelque chose comme ça, ou son identité, je sais pas, a été pris pour une arme en fait. Donc ce qui fait qu'il n'a pas été abattu parce que on dit quoi parce qu'il est journaliste. Par confusion effectivement, et vraiment nous témoignons toute notre compassion et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille. Je ne voudrais pas sortir sans mettre l'emphase dessus. Tout à l'heure le journal Essingan tout à l'heure à sa une, a présenté un festival du peuple Béti qui va se tenir bientôt. Je voudrais vraiment féliciter les initiateurs de ce projet. Vous savez que moi, je suis pour la promotion de la culture. Aujourd'hui, on est tellement embastillé par ce qui est venu de l'Occident qu'on oublie même nos racines. Je voudrais juste rendre hommage à ce journal Issingan. Là, j'ai vu Retour aux sources des Ekanayaoundé. Vraiment, vous qui êtes du grand groupement Femmes Béti, je vous suggère, je pense que c'est déjà le cas pour vous, d'y aller, parce que pour moi, c'est très important de promouvoir l'identité culturelle et la communauté africaine dans son ensemble. De toutes les façons, on fera un effort de vous inviter. Hein. D'accord, merci. Je viendrai volontiers. Pour voir comment les Bétis vivent. Les Bétis, c'est grand peuple de la forêt, hospitalien. Mais de par cette hospitalité, ils ont parfois été floués. Je prends un autre verre. Bon retour sur ce plateau extrêmement miné, plus que jamais ce matin. Et c'est pour passer la parole à Bernardo Basson pour la rubrique La dénonciation. Parfait, ici. Aujourd'hui, on dénonce le vol. Alors,
Depuis quelques temps, quelques mois, peut-être même quelques années, à l'hôpital général de Yaoundé, un groupe de personnes s'est constitué et ces personnes ont décidé de créer une ligne parallèle à la ligne principale pour distraire les fonds de l'hôpital. Et on parle d'environ 100 millions de francs CFA qui ont été distraits par ce groupe de personnes-là au détriment de l'hôpital général de Yaoundé. Donc, une fois de plus, dans notre pays, des personnes mettent leur génie en mouvement et en service pour voler beaucoup d'argent, l'argent des patients et forcément l'argent de l'administration centrale qui forcément appuie les hôpitaux pour l'acquisition du matériel, etc. Donc j'aimerais que les démineurs se penchent dessus aujourd'hui, afin d'expliquer aux citoyens ce qui se passe, qu'est-ce qui peut causer ce genre de choses et afin de proposer également des solutions. Je dois apporter quelques ajouts pour dire qu'ils sont pratiquement 10 employés de l'hôpital général de Yaoundé qui ont donc été interpellés depuis le 3 mai dernier par les éléments du commissariat, je pense, du 18e, c'est du côté de Ngousso. Et le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé a justement porté plainte. Donc c'est un groupe de malfrats, malheureusement, qui travaillaient donc au sein de ce centre hospitalier, qui ont justement infiltré l'outil informatique pour prendre de l'argent, pour faire ci, pour faire ça. Blériot aussi connaît légèrement dans ces histoires, pas de vol. C'est-à-dire que quelqu'un peut infiltrer un système, voilà c'est le mot, un système informatique dans une entreprise, et il peut faire des coups les plus inimaginables. Au moment où ils ont été interpellés, on parle seulement du seul mois d'avril. Ils ont volé, on va parler comme au village, 98 200 000 francs CFA. Rien que pour le seul mois d'avril. On n'a pas essayé de voir si on voit en 3 mois qu'est-ce qu'ils ont fait, en 1 an, ainsi de suite. Pierre Blering-Emhek, c'est une folle actualité qui secoue l'hôpital général de Yaoundé. L'ODG a porté plainte. On appelle ça du piratage. Vous avez ce qu'on appelle dans le monde informatique des pirates ou des hackers. C'est des gens qui réussissent effectivement à dévoyer un système et à l'utiliser à d'autres fins. Bernardo parlait de lignes parallèles. Vous savez, dans un hôpital, c'est un service où de l'argent entre. On fait donc de nouveaux facturiers, nouvelles bandes de données, ainsi de suite. Mais le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ça veut dire quoi? Un ancien voleur qu'on recrute à l'hôpital les deviendra suffisamment un homme honnête. Un homme honnête. Le chien s'assoit de la même manière depuis longtemps. Donc, c'est d'abord des voleurs, il faut le dire, qui se sont mis en intelligence pour voler l'hôpital général. Il faut dire que si ça dure 2 ans, c'est terrible. C'est que, c'est pas au directeur général forcément, mais lui-même, au niveau de son contrôle, le contrôle n'est pas très bien fait. Parce que il faut anticiper sur ce genre de situation. Il faut savoir que ça existe. Lui, il a découvert, mais dans d'autres administrations, les gens ne sont même pas encore au courant. J'interpelle la vigilance de tous les autres pour savoir que dans notre administration, les gens prennent le prétexte de la pauvreté, des mauvais salaires pour voler. Si en 1 mois, on a volé près de 100 millions. Incroyable. Vous pouvez comprendre le niveau de gourmandise gargantuesque. En 10 mois, ça fait le milliard. C'est le milliard, bien évidemment. Bernardo comprend pourquoi je le regarde. En 2 ans, ces gens-là ont spolié. Non, l'hôpital va tomber. Oui, voilà. Donc, il faudra maintenant les punir sévèrement. Remonter toute la chaîne, parce que c'est les 10 qu'on a interpellés. Et découvrir à quel point le mal est profond. Pour le directeur général, on l'a interpellé à plus de vigilance. Parce que c'est de grosses pertes pour l'hôpital. Tout à fait. Cet argent aurait pu aider des cas sociaux. Vous voyez donc que nos hôpitaux peuvent quand même aider. On a volé ça et l'hôpital n'a pas fermé. Et l'hôpital n'a pas fermé, l'hôpital continue à fonctionner. Donc on aurait pu aider beaucoup de cas sociaux. Celui qui vole dans un système est comme un sorcier.
C'est-à-dire suce le sang des autres. Vampire. Merci, hein, ça deviendra un vampire. Le Paul, toi, moi j'ai un autre volet au niveau de ma question, la question que j'avais te poser. Est-ce que ce qui vient de se passer à l'hôpital général de Yaoundé n'est pas la preuve de ce que certains directeurs généraux, je dis bien certains, ont parfois été accusés à tort, par moments même interpellés à tort? Vous voyez donc un directeur général qui travaille, entre-temps, certains de ses collaborateurs sont en train de piller l'entreprise, lui-même n'est pas au courant. Si jamais il y a un contrôle au sein de cet hôpital, je pense que cela tombera sur le dos du DG, vrai ou faux? Oui, mais si Parfait ici, Oui. Un directeur général n'est pas au courant des forfaitures qui se passent au sein de son entreprise, il devrait démissionner. Oh là là. Paul, il y a des gars intelligents, hein? Oui, intelligents dans le mal. Parce que, Monsieur Parfait ici, vous devrez savoir que le mal marche avec le bien. D'accord? Donc, la mission première d'un directeur général, d'accord, c'est de maîtriser son administration. C'est de créer... Cela n'empêche pas qu'il y ait des... Là, c'est pas la même chose. Non, on veut faire comprendre que des personnes sont entrées en intelligence pour infiltrer un système informatique. J'ai bien écouté ce qui se passe. Vous savez, monsieur Parfait, ici, je dirige une entreprise. Oui. D'accord? La première des choses, c'est qu'il faut que je maîtrise mes collaborateurs. Et généralement, les directeurs s'enferment, les directeurs généraux, les dirigeants du Cameroun s'enferment dans les tours d'ivoire. Ne veulent pas écouter, d'accord, ne veulent pas recevoir, ne veulent même pas descendre dans les administrations, dans les différents services, pour prendre le moral. On appelle ça dans le jargon le moral. Parce que lorsqu'un directeur général arrive le matin dans son entreprise, il doit pouvoir parler 2 minutes avec son vigile. Parce que son vigile peut lui refiler une information capitale. D'accord? Et si ce n'est pas fait... Bon, en même temps aussi, le DG ne fait pas dans l'espionnage. Non, en fait. Parce que... Encore moins dans la filature. Monsieur Parfait ici. Ouais. Monsieur Parfait ici. Oui. Les hommes ont prouvé qu'ils peuvent mettre leur intelligence au service du bien, comme ils peuvent mettre leur intelligence au service du mal. Tout à fait. D'accord? Cette affaire n'a pas... C'est l'ampleur qui pose problème, parce que si on a découvert 3 mois après, 6 mois après ou 1 an après, c'est là où ça pose problème. Les gens peuvent vous voler durant une période, c'est-à-dire que 1 mois, 2 mois maximum, mais si ça dure autant de temps, c'est que vous devrez comprendre que l'hôpital général de Yaoundé et d'ailleurs les autres hôpitaux ne fonctionnent pas avec l'argent qui vient de leurs recettes. Ils fonctionnent avec les subventions de l'État, donc ils s'en foutent en réalité des recettes même qui arrivent. Parce que vous voyez, l'hôpital général vient d'être refait par rapport à la CAN. C'est des subventions énormes que l'État a mis. D'accord? Donc, le directeur général, et c'est ce qui se passe même dans vous voyez dans les ministères, monsieur Parfait ici. Le ministre ne parle avec personne. Il a un tout petit cercle de personnes avec lesquelles il discute. Vous vous demandez comment le directeur a pu faire pour débusquer ces voleurs. Mais maintenant, ça veut dire que le problème, le problème, c'est que quand l'enquête va vous allez voir qu'il y a plein de choses. Tout le monde sait, Parfait ici, que dans les hôpitaux, on vole les médicaments. Tout le monde sait que dans les hôpitaux publics, il y a parfois des problèmes de double facturation. Tout le monde le sait. Mais généralement, les gens ne mettent pas le doigt où il faut mettre le doigt. Parce que parfois, eux-mêmes, ils sont impliqués à d'autres niveaux. D'accord? Maintenant, le système informatique, monsieur Parfait, le système informatique, le directeur général doit voir les codes informatiques de sa structure. C'est-à-dire que quand il lève le matin, il doit interroger sur une application pour savoir ce qui se passe. C'est aussi simple comme le monde si vous avez décidé d'aller vers ce canal-là. Parce que vous ne pouvez pas soustraire l'incompétence. C'est une incompétence. Monsieur Paul, ne voyez-vous pas que vous êtes un peu trop rigide? Non, mais... Blaireau vous a posé une question là. Écoutez, Blaireau vous a posé une question là, vous n'avez pas répondu. Vous vous êtes posé la question de savoir comment le DG a fait pour découvrir ce vol.
ben, ça partira peut-être d'une dénonciation, d'un mauvais partage ou des choses comme ça. Parce que si ça dure longtemps, monsieur Parfait, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de fraude. D'accord, même les banques, on infiltre le système des banques où on vaut de l'argent, mais c'est des choses qui n'ont pas une longue durée dans le temps. Si on me dit qu'on a détourné 100 millions, c'est-à-dire qu'il faut impliquer un grand nombre de personnes, c'est-à-dire beaucoup de gens. On vous dit qu'on a interpellé, il y a 10, oui. Et l'enquête ne s'est pas encore achevée. Oui, ça veut dire que vous allez donc vous rendre compte que le système était pourri, mais la seule personne qui ne savait pas, c'est le DG, parce que le DG ne maîtrise pas son administration. Merci beaucoup, Paul Toura. Olivia, disons quand même que le travail des autres est souvent parfois facile. Ouais, c'est ça. Je me dis que directeur général d'une grosse structure comme l'hôpital général de Yaoundé, nous ne sommes pas les avocats du DG, loin s'en faut, mais diriger un centre hospitalier aussi costaud, ce n'est pas chose aisée. Ce qui est important est que le DG a réussi à découvrir qu'il y a un vol qui se passe dans son administration et il a dénoncé. Effectivement, parfois ici, je vais commencer par vous répondre en posant une question à M. Louis-Paul. Est-ce que M. Louis-Paul sait que on réussit à infiltrer des grands systèmes de sécurité aux États-Unis? Incroyable. Oui, je suis c'est-à-dire que ça n'a jamais d'ampleur, parfois quand on infiltre un système de sécurité, je vous assure, M. Parfait, ici, vous pouvez perdre $1 milliard en 1 minute. Oui. Et eux, ils réussissent à démanteler ça aussi facilement parce que le système de sécurité qu'ils ont le leur permet. Or, ici au Cameroun, ça a pris du temps, ça a pris, disons, les 1 mois, je ne sais pas trop, parce que le système camerounais n'est pas semblable à celui des États-Unis. Au contraire, l'action et la sortie du directeur général l'a félicité. Ailleurs, en pays, grâce à l'outil informatique, on ne s'en rend même pas compte. Je ne sais pas si M. Louis-Paul sait ce qu'on appelle infiltrer un système de sécurité. C'est très dangereux. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Le piratage, c'est quelque chose de très compliqué. Effectivement, ce sont des cerveaux qui s'asseyent. Parfois, ils ne sont pas ici au Cameroun. Parfois, ils pilotent, ils dirigent l'opération, je ne sais pas de quel pays, et ils vous vident carrément les 15 États. Donc, c'est pour dire que vraiment, la sortie ou alors l'action du directeur général de l'hôpital général de Yaoundé a félicité. Elle est très à féliciter parce que c'est pas facile. Connaissant, nous qui regardons un peu les films américains, quand ils vous montrent un peu comment ça se passe, vous comprenez que le directeur général a fait quelque chose de bien. Il a travaillé. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Louis-Paul. Non, ce que je voulais vous dire, madame, c'est que lorsque vous parlez de l'hôpital général n'est pas une mastodonte. Non, soyons sérieux dans ce pays à un moment donné. L'hôpital général, c'est maximum 3000 personnes qui travaillent là-bas. Mais c'est beaucoup. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui emploie 150 000 personnes. Et où on vole énormément. Dans les 150 000 personnes, je n'ai pas dit qu'on ne vole pas, je n'ai pas dit qu'on n'infiltre pas vous savez, le système, mais c'est l'ampleur et la durée dans le temps. Si vous avez seulement un motel, je dis un motel, il est possible que le seul gérant là réussisse à vous faire des coups. C'est sûr. Je dis un motel. Oui. Il crée une facturation parallèle et lorsque un client arrive, il donne l'impression d'avoir enregistré les choses. Le client n'est pas dans la machine pour voir si les choses ont été enregistrées. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il y a eu des fuites et c'est à partir des fuites que vous pouvez donc remonter une information. L'argent que draine l'hôpital général de Yaoundé par jour permet qu'il y ait des fuites de cette nature sans que vous vous en aperceviez très vite. C'est beaucoup d'argent. Et si on vous parle déjà de 10 personnes au moins, ça veut dire que vos collaborateurs sont nombreux à s'être accordés sur la méthode de vol. Vous serez donc, il vous sera beaucoup plus difficile de remonter leur... mais c'est souvent dans le style de vie et les comportements. J'ai travaillé dans une structure où des gens ont réussi à... Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que vous maîtrisez un peu. Ont réussi à prendre beaucoup d'argent en peu de temps. Oui. C'est seulement leur rythme de vie qui nous a permis à un moment donné de commencer à vous questionner. De commencer à nous questionner. Qu'est-ce qui se passe? Donc si c'est des gens normaux,
Si c'est des gens d'une certaine culture et d'une certaine maîtrise, ça peut même durer beaucoup plus longtemps. Moi, je vais racheter certains propos. Je vais racheter certains propos. Ce que dit M. Louis-Paul Toit ne me satisfait pas du tout. Premièrement, ma dénonciation avait une valeur interpellative, c'est-à-dire interpeller le ministre de la Santé et le DG de l'hôpital général de Yaoundé de renforcer les mesures de sécurité. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement complexe, du coup je rachète les propos d'Olivia, extrêmement complexe de baliser tout un système. L'univers digital est extrêmement étendu. Et les hackers ainsi que les pirates sont de plus en plus performants. Voilà pourquoi des fois on recrute des experts en sécurité informatique. J'ai bien dit dans ma dénonciation qu'il y a une ligne parallèle qui a été créée. C'est extrêmement complexe. Moi, je me suis fait arnaquer il y a quelques mois parce que je voulais faire mon passeport et sur le site de la DGSN Pascam, les scammers ont réussi à créer un autre site avec Pascam dans lequel tu dois faire l'opération naturellement, mais à la fin, le compte Orange Money qui prélève l'argent n'est pas le compte de la DGSN mais, ou du service des passeports en général, mais c'est un autre compte parallèle. Vous voyez que ça commence bien par Pascam, comme ce qui est inscrit au niveau du et on vous arnaque de manière très gentille. Vous voyez, donc ça peut sembler être, mais aujourd'hui ça a été démantelé, on a créé une autre ligne. Mais ça avait beaucoup arnaqué. Justement, et plein de personnes sont pleines de cela. Donc pour moi, il n'est pas question de tirer sur le... Vous voyez, dans ce cas, par exemple, les plaintes remontent très vite. Oui. Dans le cas que nous évoquons, quand vous allez, ils vont vous servir à l'hôpital. Il y a coaction, il y a complicité. Il y a même complicité passive. Entre les personnes du système. Complicité passive et active. Parce que parfois même certains du service sont complices de cela mais ne disent rien. Et d'autres sont activement complices en ceci qu'elles participent de la mise en mouvement de la synergie maléfique. Donc moi je pense qu'on ne devrait pas tirer sur les administratifs ici, on devrait plutôt les interpeller, leur demander de renforcer la sécurité. C'est tout. Moi je voudrais bien vous poser une question qui le temps des téléspectateurs. D'accord. Si quand vous construisez une maison, d'accord, vous mettez une porte, vous ne mettez pas une serrure? Mais quand vous mettez la serrure, je vous demande que quand vous mettez la serrure, on ne casse pas la serrure. Lorsque la serrure est donc cassée, quand les bandits arrivent, lorsque la serrure est donc brisée, vous devez le constater. Je n'ai pas dit que on ne devrait pas infiltrer un réseau. Tous les réseaux se font infiltrer, mais c'est l'ampleur et le temps qui pose problème. Parce que lorsque vous mettez un système informatique sur pied, la première des choses, c'est de recruter des personnes qui veillent sur ce système. Merci beaucoup. 24/24. Paul, permettons également aux téléspectateurs qui nous subissent parfois d'avoir également leur temps de parole. Et leur temps de parole passe par moi. D'accord. Salut l'homme fort de modérateur. L'homme fort. La sagesse. Salut dans l'homme fort de modérateur et un bonjour particulier à Madame Boussal. Parfait, un DG a beau être un espiègle, un futé, un rusé, un renard, qu'il soit même un produit de Harvard, si les collaborateurs se mettent en intelligence pour l'eau couler, ils tombent. Et en matière de code informatique, en 2023, monsieur Toit, tous les systèmes peuvent être infiltrés. Parfait, s'il te plaît, donne ce lien à monsieur Toit. Il comprendra pourquoi le DG de l'hôpital est à féliciter. Je suis Alain Samuel de Bojongo. Je vais donner le lien à lui pour l'après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport au vol de l'hôpital, moi j'ai beaucoup de questions. 1. Il n'y a pas d'audit annuel dans cet hôpital. 2. Les finances sont rattachées à un DAF. Comment ils n'ont pas pu déceler ce décalage? Au vu de ça, on comprend qu'il y a plusieurs personnes sur le coup, y compris le chef de la cellule informatique. Quelles sont les barrières, les limites pour suivre les versements d'argent? Comment l'argent des recettes chemine? Ces circuits, le DG doit être au courant et doit savoir à peu près le chiffre d'affaires moyen de son entreprise. C'est Paul depuis Éleveur. Bonjour Perfecto. La décentralisation est une politique publique qui consiste à transférer les compétences politiques, économiques et socio-culturelles aux collectivités territoriales décentralisées. Sur ce, les élus locaux, notamment les maires des communes et des conseils régionaux, ont une place de choix dans
qu'est-ce qu'il dit? Dans la pilote des politiques plurielles dans leur espace de compétences. Les maires de ville ont un rôle de régulateur et ne doivent faire aucune ingérence. C'est Michel Jean Raymond depuis Bamenda qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour, particulier à la charmante Olivia, belle comme la lune et rayonnante comme le soleil. Qui dit ça? C'est Roland Lomenguis qui le dit. Il poursuit en disant, perfecto, j'aimerais que ma future épouse soit régulièrement dans espace miné. D'ailleurs, je vais passer quelques coups de fil pour améliorer sa situation. Vous parlez de qui? D'Olivia. Donc c'est Olivia, votre prochaine épouse. Hein? Je vais te traiter Roland Lomenguis. Franchement, grand perfecto, votre panéliste Paul est toujours à côté de la plaque. Il vient d'abord nous embrouiller avec les affaires de la FECA volée, où il défend son gombo. Il doit savoir que c'est Serge Abouem qui est le meilleur. Affaire la FECA volée compliquée. Autre message. Bonjour au panel et à vous-même, monsieur Aïssi. Pour le conflit de compétences entre le maire de la ville et le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3. Quand un pays africain est en conflit interne, en dessous, l'on se bat pour le contrôle des richesses du sous-sol. Quand les élites de notre pays se battent pour un conflit de compétences, cela signifie qu'une autorité veut certainement prendre le contrôle de l'attribution des marchés d'une autre autorité. En réalité, dans le domaine des CTD, les exécutifs de paliers divers devraient travailler dans un esprit de collaboration des administrations, sans ingérence, mais dans le respect de la loi, pour apporter aux populations les changements attendus. C'est Blaise Sida de Yaoundé qui envoie le message. Bonjour chers voisins. Le genre que tu prends maintenant un verre de vin au lieu de prendre un verre d'eau là, pardon, ne commence pas à prendre un sachet de Kitoko Adalberto. Non, je prends un verre de vin, le vin rouge ou le vin blanc, 111. C'est ce que je prends maintenant. Et si on estime que le DG de l'hôpital est innocent et irréprochable dans cette affaire de détournement, alors arrêtons de demander des comptes au chef de l'État sur les cas de détournement des membres du gouvernement. Perfecto, où est passé le révolutionnaire? J'aime sa pertinence sur les thèmes pareils. C'est Saïd Di Caprio depuis Garoua. Le révolutionnaire est là. Bonjour, parfait. Tu as quoi? Tu as une caisse de Chivas, 25 ans d'âge, pour parler à la famille d'Olivia. Je dois l'épouser. Ah, donc il me propose, il y a une caisse de Chivas, 25 ans. Appelle-moi après l'émission. On ne parle pas de choses comme ça en public. Bonjour parfait, ce pays ne cessera jamais de m'étonner. Quelqu'un vient dire à Mondo Vision que Serge Abouem n'est pas président de la FECA volée. Après ces élections qu'ils ont fait dans les conditions que nous connaissons tous, c'est pourquoi j'admire Samuel Eto'o qui a fait passer les élections en direct pour la dénonciation. Dites à ce type que même Google a été piraté. C'est Belle Junior de Bonjark. Autre message. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Parlant du schéma directeur de la ville de Yaoundé, comme le dit l'un de vos panélistes, en matière d'urbanisme, il est clair que cela est de la compétence du maire de la ville. Les maires des communes d'arrondissement sont des ordonnateurs. À l'autonomie financière seulement, leurs projets d'urbanisme, il met entre parenthèses, construction des marchés et autres, doivent être conformes au plan directeur de la ville. En conclusion, si la pomme de discorde est la non-conformité du projet de marché à Efoulen, alors le maire de la ville est dans son droit. Si par contre c'est le contrôle de l'attribution du marché de construction, alors ce serait probablement une ingérence. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, et à ton panel. Paul Toit vous instruit, mais vous refusez de comprendre. Le DG de cet hôpital est très incompétent. Quand vous êtes dirigeant dans une structure, vous avez le devoir de veiller à son bon fonctionnement. Parfait, arrêtez de défendre cet incompétent de DG. C'est Hilaire de Niga. Oh, Hilaire, je ne défends personne. Et dire que le DG de l'hôpital général est incompétent, c'est aller trop vite en besogne. C'est un grand spécialiste, s'il vous plaît. Dans toutes les administrations, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur importance, il est possible qu'il y ait des fuites et des situations financières à problème. On n'est pas en train de dire qu'il n'est responsable de rien.
Nous sommes en train de dire que le problème peut avoir été posé au-dessus de sa personne parce que ceux qui ont machiné peuvent être ses proches collaborateurs. Ouais. Et donc, on ne peut pas tout de suite l'incriminer sans savoir exactement quelle est sa part de responsabilité dans la situation. Mais ceux qui ont été interpellés sont forcément déjà coupables s'ils ont été interpellés. Bon, coupables entre guillemets. Donc, le souci est que c'est pas qu'on dit qu'il est blanc comme neige, mais c'est que le piratage informatique est extrêmement subtil. Ouais. Du coup, incriminer le directeur peut être complexe en ceci que ça peut avoir été fait au-dessus de sa personne. Il n'a pas su comment cela a commencé, mais il a pu, après un mois déjà, déceler que 98 millions ont été distraits et il a pris le taureau par les cornes pour résorber la situation. Je vois, c'est pas compliqué à comprendre. Si c'est au-dessus de lui, il est incompétent. Oh là là. Parce que lorsqu'une équipe de football ne joue pas, la première personne qu'on remplace... On ne joue pas au football, le pilotage général, monsieur. D'accord. C'est-à-dire qu'un directeur général, je parle des choses que je fais au quotidien. Je dirige une équipe de 23 personnes tous les jours. C'est peut-être à taille humaine, mais il faut comprendre... Vous voulez comparer une équipe de 23 personnes avec une autre qui si vous ne comprenez pas comment les gens fonctionnent, d'accord, ça commence à petite échelle. Parce qu'au Cameroun, on bombarde les gens à des postes sans profil en réalité. D'accord? Si vous ne maîtrisez pas je dis bien, pour qu'un directeur général soit au courant des choses, il doit pouvoir discuter quand il arrive le matin ou quand il part le soir avec son vigile. Parce que son vigile lui donne une information capitale. Vous êtes très idéaliste. Non, ce n'est vous donnez le pouvoir de quantifier l'intelligence humaine. Vous estimez que vous avez les outils pour mesurer et pour quantifier le vide de l'être humain. On fait comprendre que des experts en informatique sont appelés, sont mis en mouvement, mettent en mobilité leur énergie et leur génie pour pirater un système. Vous estimez que le DG est forcément incompétent. Il peut l'être, soit. Oui. Sauf que vous faites comprendre que vous n'êtes pas plus intelligent de façon établie que les pirates informatiques. Non. Vous pouvez être plus ou moins. Donc le système en lui peut être piraté. Vous mettez en place pour le protéger. Je vous dis et je vous répète une chose. Le piratage ou le vol sont vieux comme le monde. Et à chaque fois qu'il y a... Mais, messieurs, je voudrais vous rappeler une chose. Les procédures, la première des choses qu'un directeur général ou qu'un manager fait quand il arrive dans une structure, c'est d'écrire le manuel de procédure. Et il doit veiller à ce que ce manuel de procédure soit respecté à la lettre. Merci beaucoup. Ce sont des indicateurs. On va lire notre message. Luc-Paul Toit vous a compris. Vous ne maîtrisez rien du tout. Luc-Paul Toit, c'est l'instant des téléspectateurs qui habituellement subissent aux interventions. Je suis d'accord. On laisse des choses. Les Camerounais laissent des choses. On a compris. Et ça devient grave par... Bonjour parfait, ici le seul sac de modérateur. Bonjour Blériot le sage et à tout le panel. Pour la dénonciation, il faut d'abord féliciter le DG de l'hôpital général de Yaoundé pour son éveil. On aurait fait la même chose aux finances et le fonctionnaire à des milliers de salaires n'aurait pas existé pendant des années. Parfait. Prière de passer mon numéro à Blériot. C'est important. S'il te plaît. C'est King de Yaoundé. Autre message ce matin. Ouais, parfait. Donne le lien au type idéaliste là. Autre message. Mbambache, Amontia d'Alberto. Je salue cordialement Olivia, que je connais depuis chez le cher voisin. Heureux de la retrouver à vos côtés. Quand Luc-Paul 3 parle de la maîtrise du personnel d'un DG, est-ce qu'il sait même que toi aussi, tu es DG et qu'il s'adresse à toi? Alors si parfait ne maîtrise pas Olivia et que quelqu'un vient subtilement Olivia, c'est qu'il ne maîtrise pas la maison. Alors, il continue, tu prenais un verre d'eau. Maintenant, tu prends même un verre de Dantol. Comme tu prends déjà le vin là, à Soum depuis Bingalada. Non, je ne prends pas un verre de Dantol. Je prends un verre de vin rouge 111. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh là là, trop de messages, hein. Des gens qui veulent absolument intervenir. On va lire peut-être 2 ou 3 derniers. Bonjour, Perfecto. Les téléspectateurs sont fâchés. Toi-même, tu sais pourquoi. Et il me rappelle ce qu'il m'avait dit concernant le docteur Richard Macron.
J'ai compris. Salut, c'est Francky Junior depuis Dubaï. Oui, je voilà le plus 971. Depuis une semaine, je cherche en vain un moyen de vous suivre à partir de mon téléphone, vu que je suis au travail. Merci de m'avoir donné la solution ce matin. Monsieur Parfait ici, le sac de modérateur. Je suis fan de ce que vous faites depuis des années, quand vous étiez encore en fonction dans l'ancienne télévision. Oui, on avait quelques soucis au niveau de nos plateformes numériques. Je pense que c'est réglé déjà. On me donne la confirmation. Si c'est pas encore réglé, on me dit que ce sera réglé dans quelques minutes. C'est déjà réglé? D'accord, on me dit que c'est déjà bon. La preuve en est que nous avons dit un message depuis Dubaï. Donc on avait un problème sur nos plateformes numériques. Ça a été réglé avec nos meilleurs ingénieurs. C'est d'ailleurs la fine fleur en matière de technologies avancées. D'accord. Voilà pourquoi ce sera un peu compliqué qu'on infiltre le système informatique. Vous voyez que ça va pas durer plus de 24 heures. Il a dit compliqué, pas impossible. Je n'ai jamais dit que c'est impossible d'insulter un système. On lit un dernier message. Bonjour. Ça peut durer une heure. Bonjour, parfait. Et à tous les panélistes, CDG a eu beaucoup de grâce que ses collaborateurs n'aient pas porté atteinte à sa vie. Il doit être plus prudent à l'avenir. Lui, Paul Toit est pertinent, mais la corruption et la gabegie financière sont des gros monstre dans les administrations camerounaises. Il faut vraiment tirer le taureau par les cornes. Permettez-moi de prendre un autre verre de Vincent 11. Nous devons également dire que dans quelques jours, Espace Miné célébrera son premier anniversaire. Oui, et nous entendons célébrer cet événement avec faste et solennité. Bientôt 1 an d'Espace Miné sur les ondes. On célébrera l'événement de manière grandeur nature le 18 mai prochain, donc pratiquement dans une semaine. Dans une belle salle de la ville de Yaoundé. Vous êtes invités. De toutes les façons, vous aurez les modalités pratiques dans les tout prochains jours également dans le cadre de ce programme. Bientôt, les 1 an de votre programme choc, Espace Miné. Lorsque nous avons dit cela, nous vous le relevions d'ailleurs en ouverture ce matin, nous questionnons l'aspect ayant trait au ministre de la République dans son aspect critères. Quels devraient être les critères pour nommer un bon ministre? Y a-t-il même des critères lorsqu'on nomme un ministre? Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, on va d'abord encore faire comme à l'école primaire, définir les mots durs ou les mots clés, les mots essentiels. Et dans le cadre de ce travail, je pense qu'il y a ministre et il y a critères. C'est quoi un ministre et qu'est-ce qu'on peut mettre par critère ici? Bon, dans une structure comme la nôtre, le gouvernement a des personnalités politiques et administratives qui assurent la gestion de ce qu'on appelle les départements ministériels. Un ministre, dans son étymologie, c'est un serviteur. C'est un haut fonctionnaire qui assure la gestion d'un département, d'un secteur de la vie politique et économique. Il est nommé par le chef de l'État dans un système comme le nôtre. Ailleurs, il est nommé par le Premier ministre. Bon, chez nous-mêmes, on dit qu'ils sont suggérés par le Premier ministre, mais parlons de la réalité. Donc, est-ce qu'il y a des critères? Il n'y a pas de critères qui soient universels. Malheureusement, on dit que la nomination est discrétionnaire. Ça veut dire que c'est celui qui nomme, qui fixe ses propres critères. Lorsqu'on a une administration qui a été politisée, comme la nôtre, le ministre est un instrument politique dont son premier critère, c'est d'être un grand agent politique. Mais dans une situation beaucoup plus logique, le ministre doit faire montre d'une grande maîtrise dans la gestion des personnes. Il doit avoir suffisamment d'objectivité. Il doit faire preuve de probité, mais également de célérité dans le travail. Ça, c'est pour une économie qui se veut performante. Quand je dis objectivité, le ministre, chez nous, appartient à une classe sociale, mais aussi à une tribu. Les problèmes que nous avons chez nous sont souvent liés aux problèmes de communauté, aux problèmes de classe sociale, aux problèmes d'appartenance à des groupes peu ou plus connus. Cela enlève quelquefois au ministre son objectivité
dans le traitement des dossiers. Je dis qu'il doit faire preuve de probité, ce qui ne semble plus être vraiment le cas chez nous. La morale, à ce niveau-là, comme à d'autres niveaux, n'est pas la chose la mieux. Je présume que vous êtes en train d'énumérer les critères. Oui, j'ai parlé. Vous avez dit l'objectivité, la probité, la célérité et une grande maîtrise de la gestion des hommes. Une grande maîtrise de la gestion des hommes. Parce qu'au quotidien, il est appelé à gérer à la fois les carrières, mais aussi les conflits qui naissent entre ses collaborateurs. Il doit faire preuve de beaucoup d'aplomb pour pouvoir les gérer avec une certaine objectivité. Merci Pierre Blériot. Lui, pour toi, on a suivi Pierre Blériot. Je vais vous poser presque la même question. Pour vous, c'est quoi un ministre? Et maintenant, si jamais il y a des critères pour le cas du Cameroun, quels devraient être les critères pour être un bon ministre? Oui, les critères pour être un bon ministre sont simples. C'est-à-dire que c'est le leadership, c'est la rectitude morale, c'est le bon sens, c'est le charisme, c'est le sens élevé de l'État. C'est-à-dire que quelqu'un qui dépasse les clivages politiques, ethniques, religieux, pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, c'est quelqu'un qui a le sens de l'intérêt général. D'accord? C'est quelqu'un qui est humain. C'est quelqu'un qui doit avoir le sens de la communication. Voilà les critères pour être un bon ministre. Vous gardez le micro. Je vais simplement prendre un ou deux volets au niveau de votre critérologie. L'intérêt général. Lorsque vous observez ce qui nous gouverne actuellement, avez-vous l'impression que cet intérêt général est resté justement au centre de la préoccupation? Non, ils sont tout simplement, ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont tout simplement déconnectés des réalités que vivent les populations. C'est-à-dire les ministres au Cameroun, les ministres, les DG et tout ça, sont enfermés dans les tours d'ivoire. Regardez seulement par leur cortège, leur garde du corps. Un ministre n'a pas besoin de ça. D'accord? Un ministre a besoin de venir... je ne fais pas une fixation, mais comme on est à la télé... Bon, un ministre doit quand même avoir une sécurité. Non, pas comme on en voit aujourd'hui. On n'en a même pas besoin. Un ministre n'a pas besoin de s'encombrer de toutes ces choses. Moi, je vous prends un exemple, monsieur Parfait, ici. Je vais prendre cet exemple parce qu'on est dans les médias. J'aurais pu prendre ça ailleurs. Combien de fois le ministre de la Communication est venu à Info TV? Voir dans quelles conditions de travail vous êtes, voir si votre moral est bon, voir si... En tout cas, depuis comment je suis là, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Le ministre de la Communication, il dirige donc quoi? C'est le jour que vous allez peut-être dire quelque chose qui ne cadre pas avec lui, qui va pondre un communiqué très long, très technique, pour vous rappeler les règles du métier, et la déontologie. Et toutes ces choses. Je prends cet exemple, j'aurais pu prendre ça dans un autre secteur. Je ne fais aucune fixation sur le ministre de la Communication. S'il nous écoute, je ne lui en veux pas. Donc, un ministre, comme le ministre du Commerce, vous l'avez déjà vu combien de fois au marché du Fundi, au marché d'un sang. Par contre, quand même, le ministre Luc Moran-Bargata, de temps en temps, il est sur le terrain. Combien de fois il devrait aller faire le marché? En même temps, il ne fait pas le marché. Il devrait aller faire le marché, monsieur Parfait. Il doit aller au marché tous les jours. Mais toutes les semaines, avec son épouse. C'est un bayam ça, là. Mais c'est comme ça donc qu'il va comprendre comment les populations vivent, ce que subissent les populations. Parce que j'ai entendu un ministre dire un jour que si on ajoute 10 francs sur le prix du pain, ça ne pose pas de problème. Mais sauf que si vous multipliez ces 10 francs par beaucoup, ça donne un chiffre terrible. Donc, les ministres du Cameroun, d'ailleurs, pour la plupart, ce ne sont pas des ministres. C'est des gens à qui le président a voulu donner un titre. C'est par exemple des administrateurs. Vous voulez parler d'une causerie entre le président actuel et un de ses collaborateurs. Je n'en sais rien, monsieur Parfait, avec un de ses collaborateurs. Et puis on vous le voit. C'est-à-dire le président a pris, parce que le poste ministériel, sous d'autres cieux, c'est une récompense d'un combat politique. Et c'est pour ça que vous verrez que dans des pays qui se respectent, ceux qui arrivent généralement ministres, c'est des gens qui ont été proches du peuple, c'est-à-dire les maires par exemple, les maires d'arrondissement qui connaissent les problèmes des populations. Ils ont donc mené un combat à ce niveau-là et on les récompense. Au Cameroun... C'est le cas par exemple
du ministre Ketia Cortez, qui avait abattu un travail Voilà. apprécié du côté de Baganté, qui a eu cette promotion. Qui a eu cette promotion-là. Ça, c'est un ministre politique. D'accord? Et les autres, c'est des ministres issus généralement de l'administration, à qui le président a bien voulu donner un titre. C'est pour ça que vous voyez donc, quand ces gens arrivent, d'accord? Quand ces gens arrivent, ils s'enferment tout de suite dans leur cabinet. Regardez, vous avez pris l'exemple de Madame Cortez. Quand elle est arrivée au ministère, j'ai encore en image qu'elle est descendue auprès des populations de Nkolmeseng. Oui. Leur dit, on va vous faire la route. Et pour l'instant, la route passe derrière Nkolmeseng. Elle a rassuré les populations. Parce que Je suis passé en Nkolmeseng ce matin. Voilà. Donc, et j'ai touché du doigt. Elle est partie là-bas, elle a dit aux populations, on va vous faire la route. Nkolmeseng, c'était la sorcellerie. D'accord. Et la route passe. C'est ça l'objet d'un c'est ça un ministre. D'accord, parfait. Donc, au Cameroun, vous voyez les ministres avec Monsieur Parfait ici. Est-ce que vous pouvez aller là maintenant? Vous décidez, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez demander une audience là maintenant pour rencontrer le ministre de votre secteur? Le Mincom? Le Mincom. René Manuel Sadi? Il ne va peut-être pas vous recevoir. Non, il va me recevoir. Parce que un ministre, la porte d'un ministre doit rester ouverte. Parce que c'est là où il a l'influence. Mais il faut également dire quand même, hein, comme tu fais une fixation sur le Mincom, parce qu'on est dans les médias. Son secrétaire général, le professeur Zogo, est également très ouvert. Hein. Oui, mais c'est dans des bons points. Mais il y a simplement quelques collaborateurs là-bas qui sont vraiment bizarres et qui gâtent même le travail du ministre du SG. Voilà. Je ne vais pas citer leur nom pour aujourd'hui. Voilà. Et vraiment, il y a d'autres là-bas. C'est pour dire, on devrait refaire le logiciel. Très bien. C'est-à-dire que regardez une chose. Citons Lupol. Monsieur Parfait ici. Beaucoup de Camerounais connaissent leurs dirigeants seulement par la télévision. Ouais, ça c'est... D'accord? Ces dirigeants ne descendent jamais pour voir comment vivent leur population. Merci beaucoup. Olivia Boussal, je vous pose une question. Hein. Le poste ministériel, le poste d'un ministre, est-il essentiellement politique ou alors il devrait être reposé sur un aspect de compétence? Pour ma part, hein, il devrait reposer sur un aspect de compétence. C'est-à-dire que, je m'explique, si vous voulez mettre à la tête du ministère de la Santé, vous mettez déjà un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la maîtrise, qui connaît un peu le couloir ou alors le jargon de la médecine, etc. Vous voulez qu'on mette absolument quelqu'un qui sache injecter? Oui, on a eu une fois, je crois, un débat comme ça. Je ne sais plus trop où ça avait été fait, mais effectivement, la personne relevait ce problème d'incompétence. Je ne sais pas, il avait pris un exemple d'un ministre là qu'on a pris, qui ne connaissait absolument rien du domaine, et on l'a mis là. Et ce qui s'en est suivi, c'était de la catastrophe. Moi, je pense que au-delà. Donc, vous êtes de ceux qui pensent que un ministre doit quand même maîtriser un tout petit peu. Il doit maîtriser un tout petit peu le domaine où il a été nommé, le secteur dans lequel il a été nommé. Quelqu'un te dira que Boussal, un ministre, c'est un administrateur, c'est un administratif, et donc il n'est pas forcément obligé pour lui d'être un expert. Enfin, je prends votre... C'est-à-dire, comme vous avez pris le ministère de la Santé, quelqu'un va vous dire qu'il n'est pas obligé d'être un médecin chevronné, il peut être un administrateur civil avec un certain nombre de compétences et il peut bien gérer le département ministériel de la Santé. Je ne suis pas d'avis, je vais prendre avec un parallèle, c'est-à-dire un parallèle. Quand nous étions à l'école, on me faisait savoir que une rédaction, alors une télévision, elle a deux parties. Il y a la partie éditoriale, il y a la partie rédactionnelle qui renvoie à la rédaction. Le directeur général et Serra, eux, ils représentent la partie éditoriale de la structure et le rédacteur en chef est celui qui coordonne la rédaction. Mais parfois ici, pensez-vous que même si moi, aujourd'hui, PDG d'une entreprise, patron de presse, je souhaite mettre un directeur général, je vais prendre n'importe qui. Non, je vais prendre quand même quelqu'un qui connaît un peu le journalisme, qui connaît que non, en télévision, au lieu de faire ceci, il faut faire cela, qui connaît que non, il faut cadrer comme ça, qui connaît que non, ça c'est le chrome, et ça. Il faut quand même qu'il ait une petite maîtrise de la chose. Peut-être pas une maîtrise complète et totale, mais qu'il ait une maîtrise de la chose. Qu'il ait le B à bas. Qu'il ait le B à bas. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. En toute honnêteté, c'est vrai, je prends peut-être le Minepat, c'est un économiste.
le monsieur à la ministre Mamé. Mamé. Il est économiste et on voit le boom dans son ministère. Ça ne s'explique pas, ça se voit et ça se vit aussi. Donc moi je pense que si je veux mettre un ministre à la tête, je sais pas trop quoi, du ministère de la Santé, du ministère de la Communication, René Emmanuel Sadi, c'est un très bon communicateur. Vous avez parlé de lui tout à l'heure. Mais le secrétaire, il est appuyé par le secrétaire général qui a été mon professeur, M. Félix Lebel, qui connaît très bien le secteur. Et vous voyez, vous avez parlé de lui tout à l'heure. Vous m'envoyez ce qu'il fait. Donc le ministère de la Communication est bien géré. Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis, monsieur Niemek. C'est pas ce que je voulais Ce que je voulais dire à Olivia, c'est que la partie ministre, c'est-à-dire le ministre, est un homme politique. Et le ministre s'appuie sur une administration qui, elle est technique. D'accord? C'est pour ça que vous verrez généralement, le secrétaire général est en réalité le vrai patron de l'administration. Et c'est lui qui aide le ministre dans ses tâches. Sauf que c'est improductif. Non, c'est très productif. Non, c'est forcément improductif. Parce que ce que Olivia soulève, parfait à ici. C'est pertinent. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas flirté avec le journalisme, qui doit diriger le ministère de la Communication, qui n'a pas... Il n'aura pas le réflexe personnel pour comprendre directement les problèmes des journalistes. Exactement. Et donc, ceux que vous mettez au niveau de l'administration vont toujours lui dire leurs sentiments à eux. Vous comprenez ça? Et quand il n'a pas son sentiment personnel qu'il peut fonder, je prends d'autres administrations. Je prends par exemple le ministère de la Défense. Pas besoin d'être militaire. Mais il faut avoir été un administrateur de haut niveau. C'est-à-dire que vous devez savoir que c'est le gouverneur qui gère la sécurité dans la ville, c'est le préfet, c'est le sous-préfet. Vous voyez que cet itinéraire de sous-préfet, de préfet, de gouverneur devrait probablement vous conduire. Et l'actuel ministre de la Défense est bien un ancien gouverneur. Tout à fait. Parce qu'au quotidien, il a géré... Il a passé toutes les classes. Hein. Il a passé ses classes. Tu dois donc avoir fait tes classes. Tu dois avoir le langage approprié. Tu dois avoir les rudiments. Si tu ne les as pas, je vous prends. Pour les hôpitaux, par exemple, il y a des administrateurs des hôpitaux. C'est une formation. Mais en général, on vous place quelqu'un qui dirige une structure. Et puis, il arrive au quotidien, c'est les collaborateurs qui doivent lui dire que non, en fait, tu sais, dans un hôpital, il y a souvent la banque. Il ne peut même pas avoir le droit de regard. Il ne peut pas, on va le flouer. On va forcément le flouer. Alors que vous, quand vous dirigez Info TV, parce que vous êtes journaliste à la base, personne ne peut me tromper. Quand on vous dit quelque chose qui n'est pas bien, vous saisissez directement. Et je vous entends souvent leur dire, mais j'ai fait ces choses avant vous. Oui. Donc, dans certains cas précis, il faut avoir la maîtrise technique de la chose que vous faites. Si vous n'avez pas cette maîtrise technique, bon, je conclue avec un autre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce serait une incongruité que le ministre de l'Enseignement supérieur ne soit pas un professeur chevronné des universités. Et qu'il vienne, parce que vous voyez, c'est lui qui doit décorer les professeurs, même au niveau de la représentation mentale. C'est comme si vous prenez un ancien maître d'école primaire et vous le mettez ministre de l'Enseignement supérieur. Il viendra décorer des professeurs d'université. Il devra aborder les questions de la recherche. Lui-même, il n'a jamais fait la recherche. Donc, il peut même ainsi de suite. Parfait, je vais prendre un exemple. Vous n'êtes pas obligé de réagir à tous les coups. Allons-y, Paul, toi. Au Cameroun, on veut un homme politique à une vue large. Parce que je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'on veut dire un homme politique. Un homme politique a une vue plus large. Les hommes politiques du Cameroun? Les hommes, non, maintenant, oui, mais maintenant si vous posez la question, si vous posez la question sur les hommes politiques, parce que je voudrais vous prendre un exemple. L'un des meilleurs premiers ministres français, Pierre Bérégovoy, n'avait même pas fait d'études supérieures. Il n'a pas fait d'études supérieures. Et il a dirigé le ministère de l'économie et des finances en France. Et en cette période-là, c'est la période où la France est le mieux portée en termes d'économie dans le monde. Et après lui, on a ramené des agrégés d'économie, tout ça. La France ne fait que s'enfoncer. D'accord? Parce que Pierre Bérégovoy était un homme... Vous connaissez ce nom? Politique. D'accord? Moi, je connais. Parce que Pierre Bérégovoy était un homme
politique. C'est pour ça qu'un homme politique n'a pas de clivage. C'est-à-dire qu'un homme politique, il a ce qu'on appelle le sens de l'écoute. Lorsque vous êtes nommé, parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est que dès qu'on nomme quelqu'un ministre, il devient le suprême. Il connaît tout. Il ne prend pas la vie de ses collaborateurs. Il est rigide. Parfois, Merci, juste une petite anecdote. Il est rigide. Non, permettez d'abord Bernard. Quand un ministre arrive, il doit pouvoir discuter avec ses collaborateurs. Très bien. Bernardo Obasson, lorsque nous observons les différents ministres au Cameroun, Blériot nous a défini de manière très simple ce qu'on entendait par ministre, c'est-à-dire c'est un serviteur. Avez-vous l'impression que le ministre au Cameroun est resté un serviteur ou alors le ministre au Cameroun se sert? Non, le ministre au Cameroun est resté serviteur, mais serviteur de qui? C'est là la question qu'il faut poser. Parce que les ministres au Cameroun sont des personnes soumises et des exécutants des ordres qui leur sont donnés par leur hiérarchie. Du coup, ces ministres restent effectivement au service, mais de leur hiérarchie uniquement, alors qu'elles devraient en substance être au service de la population. Voilà pourquoi ce qu'il a dit également était subtilement intéressant. C'est que le ministre est censé être quelqu'un qui est au milieu de l'administration centrale et du peuple. Il est censé connaître des problèmes des populations et pouvoir répercuter ces problèmes-là vers la haute administration, qui donnera donc les outils pour les résoudre. Voilà pourquoi M. Yemekla dit, et je suis d'accord avec lui, pour certains secteurs d'activité, il faut absolument avoir à la tête des départements ministériels des personnes qui sont au moins informées de façon plus ou moins poussée de la réalité concernant le domaine d'activité impliqué. On ne peut pas, pour moi, au MINSEC, on a une ministre qui est enseignante d'université. Et le MINSEC se porte au plus mal. Parce que justement, parce qu'il y a une personne du secteur qui doit connaître les problèmes des enseignants. L'enseignant d'université a des réalités différentes de celles de l'enseignant du secondaire. Sachez déjà un enseignant. En termes de statut, en termes de traitement, en termes de rémunération, en termes d'opportunités, en termes de facilité, en termes de possibilité de nomination, ce n'est pas le même statut du tout. Voilà pourquoi, à la tête des lycées, parfois, on met des proviseurs. Parce qu'on se dit qu'on devrait avoir des personnes qui connaissent les problèmes des enseignants. Au Cameroun, pas fait ici, le problème est ailleurs. Le problème, c'est la qualité. Il me souvient bien qu'il y a eu un ancien proviseur qui a été ministre de l'Éducation nationale au Cameroun. Est-ce que durant cette période, le statut de l'enseignant a forcément évolué? Pas fait ici. Ce que je voulais dire, c'est que au Cameroun, le problème n'est pas tant le ministre. Le problème, c'est l'homme camerounais. C'est le formatage par lequel il est passé et la post-éducation qu'il a subie qui fait en sorte qu'il devienne un homme à terme médiocre. Et donc, quel que soit le poste, même si on prend un proviseur, on met au MINSEC, il va louer les maisons à 50 petites dans Yaoundé, il va boire du vin venu d'Espagne et il va commencer à forcer les gens. Également, au Cameroun, le second problème, c'est le problème du mauvais cooptage ou de la mauvaise cooptation. Et pour finir, le problème des ordres. Au Cameroun, nos ministres sont tellement... Oui, vous le savez. Nos ministres, pour la plupart, sont tellement embastillés, tellement encadrés dans des ordres qu'ils ne peuvent pas être productifs. Prenez-les à côté, discutez avec eux. Ils sont bougrement intelligents. Le ministre Moël Kombi a dirigé l'IRIC. Je vous promets, je ne vous apprends rien de lui. Il est d'une éloquence rare et d'une cohérence rare. Sauf que, on a l'impression, à vue d'œil, que certains éléments satellites, annexes et connexes, lui sont tellement greffés qu'il a du mal à se déployer. Et donc, il y a un système de contrôle, un système nébuleux, qui est forcément piloté par des ordres ou par des loges, qui fait en sorte que ces ministres-là ne peuvent pas se déployer. Non, c'est pas possible. Je dis ce que je veux pas ce que vous dites. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire une telle chose sur une télévision quand des enfants, des femmes, des mamans, des hommes vous écoutent. Mais qu'est-ce qu'un ordre? Je n'ai pas à voir avec la gestion d'un ministère. Vous avez un avis à donner, pas de leçon de sur au contraire, quand vous allez dans d'autres pays, je vous rappelle que ce sont les ordres qui ont donné le
plus de liberté, qui ont créé le plus de richesses. Pourquoi ce n'est pas possible chez nous? Moi, ce que je voudrais dire, chuter en disant que c'est pas possible. La tropicalisation. Toi, vous allez permettre à Bernardo de chuter et on évoluera au niveau du débat. Je disais, la tropicalisation de certaines choses, qui sont peu ou mal maîtrisées, fait en sorte que on a même parfois des personnes de qualité qui émergent à certaines fonctions, mais qui se retrouvent dans des toiles qui les empêchent de déployer leur réel génie. Très bien, merci beaucoup. C'est-à-dire que ce qu'il faut ajouter, parfait, c'est parce que le reproche qu'on peut faire au président de la République, c'est qu'il a nommé des carriéristes. Quand vous nommez des carriéristes, ils ne prennent pas de risques. Les hommes politiques, en réalité, prennent des risques. D'accord? Parce que, monsieur Parfait ici, un ministre, les gens ont l'impression que les ministres travaillent. Non, le travail du ministre, quand vous écrivez à un ministre, monsieur Parfait ici, c'est pas le ministre qui vous répond. La seule chose, c'est que le ministre a lu ce que vous voulez, il coupe la lettre au service compétent de son ministère, qui lui vous répond. Et quand on répond au ministre, il y a une note explicative à côté, qui lui dit, bon, tel monsieur Parfait ici a écrit pour demander par exemple une subvention. Nous disposons d'une ligne, ou nous ne disposons pas de ligne pour ce genre de choses. Il y a une note explicative à côté, et maintenant, attendez monsieur Parfait, et maintenant à côté, le ministre peut prendre une décision politique en disant, même si nous n'avons pas une ligne, il faut trouver le moyen d'aider Info TV par exemple, parce qu'il rend un service public qui est important. Et à ce niveau, je suis vraiment d'accord avec toi. Important pour tout le monde. Donc ce n'est pas le ministre. Il faut pouvoir aider Info TV. Les gens pensent que quand le ministre arrive dans son bureau le matin, il commence à lire les dossiers. Non, ce n'est pas le travail du ministre, c'est le travail de l'administration. On a compris, monsieur Toi. Je vais ajouter quelque chose. Mais il y a un problème au Cameroun et qui prend vraiment une ampleur extraordinaire, où les gens ne veulent plus travailler parce qu'ils se disent que les loges, les machins. Mais si c'était aussi facile, si les loges donnaient autant de travail, autant d'argent, mais tout le monde ira là-bas. On a vu une dame qui disait à la télévision qu'elle distribue l'argent la nuit à minuit, d'accord? Mais elle a eu des millions de vues. Qui a dit ici qu'on donne de l'argent? Il faut que les Camerounais sortent de la facilité. Les Africains doivent travailler. Quand on nomme un ministre, je vous ai pris l'exemple de Ketia Koutes. Elle est allée en Commission, elle a rassuré les populations de Commission que vous aurez la route. La route passe. Merci beaucoup. On lit d'autres messages. Salut les artistes du micro, surtout au charmant sourire du micro. Que Dieu vous guide et bonne semaine à vous. C'est François Dodja. Il continue en disant, un bon ministre doit être patriote, respecter l'institution étatique, un travailleur, maîtriser son domaine, avoir fait ses preuves, faire valoir la paix pour plus de sérénité dans le travail et maîtriser les problèmes liés à un domaine précis. Un autre message. Bonjour les Bao, parfait, je ne comprends pas. Vous parlez de qui? Vous me donnez l'impression qu'il s'agit d'un homme. Cependant, vous parlez d'une personne qui s'est faite passer pour épouse du DGSN. Je veux bien comprendre, s'il vous plaît. Achetez le journal Info Matin. Parution de ce matin, vous aurez la primeur de l'information. Lorsque nous avons dit cela, Olivia, s'il te plaît, dis quelque chose. Pour le reste, je ne suis pas du quartier. Qu'est-ce qu'il dit à Olivia? Je le dis encore, c'est Olivia Boussaï qui me retient dans ce pays. Je m'imagine avec elle dans 4 murs. Rien que ton nom me met hors de moi, ma douce. Je vivrai 150 ans de plus pour toi. Tu es irrésistible. Rodrigue Tudje Barante de Luxe Douala Bonne. Olivia ne dit rien. J'ai dit Olivia ne va rien dire de Barante de Luxe. Parfait, c'est celui qui nomme les ministres qui est le problème. Biya, c'est ce qu'il fait. Pourquoi ils ne nomme pas un esprit brillant comme Blériot? C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Ah, sinon Blériot, ma vie va changer. Bonjour à tout le panel. On peut bien nommer un ministre professionnel, mais le système en place lui oblige à faire autre chose. De toutes les façons, bonne suite d'émission. Alors, Olivia Tena a raconté rapidement une anecdote. Oui. Vous racontez cette anecdote et Pierre Blériot prendra la parole. Ok. Quand vous arrivez au Sénégal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le pays est d'une architecture incroyable. Il est extrêmement développé.
Et vous comprenez en fait que ce pays est à l'image de son président. Je m'explique. Ce jour, je suis en train de sortir et il s'avère, par chance ou par malchance, que le président Macky Sall aussi est en train de sortir. Et puis, je m'étonne, quand j'arrive, je regarde, je m'étonne, juste son véhicule et à peine une voiture qui le suivait derrière. Les routes ne sont pas barrées, le président s'arrête, il salue les populations. Je suis restée dans le taxi, j'ai dit arrête-toi un peu. Dans le véhicule que j'avais, j'ai dit à mon ami sénégalais, arrête-toi un peu. Il s'est arrêté. J'ai observé la scène, ça m'a marqué, j'ai compris pourquoi le Sénégal est développé. C'est-à-dire, et ce pays, ce président, vous allez voir que ses ministres sont à son image. C'est pourquoi le pays est développé. Donc, si on veut avoir un Cameroun développé et prospère, il faut qu'on soit des hommes politiques, je ne sais pas trop, des administrateurs proches du peuple. C'est vrai que pour les hommes politiques sont les gens proches du peuple. Un tout petit peu ce que tu dis, Olivia. Une fois, j'étais en couverture à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors d'un sommet de l'Union africaine. Macky Sall est d'une simplicité rare. Je l'ai interviewé sans trop de protocole. Je l'ai accosté. Il dit bonjour Monsieur le Président. Et bonjour. Juste 2 ou 3 questions. Ok, d'accord. La ministre a réussi à arrêter. Et je lui ai posé sans protocole. Mais c'est par rapport au ce que je disais tout à l'heure en France. Quand le président sort en bas par les routes, il y a un motard devant qui fait comme ça que circuler et puis la route passe. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, parfait. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez des ministres qui sont claustrophobes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui vivent dans leurs 4 murs, il sort de sa maison, il rentre dans son bureau, il n'a même pas le temps de discuter avec les gens de son... Vous ne pouvez pas aller... Non, claustrophobe, c'est celui qui a peur d'être dans un endroit complètement... J'ai dit ça... Agoraphobe. Voilà, c'est peut-être le mot. C'est l'agoraphobie, la peur du public. Voilà, entendez-vous, hein? Donc, quand vous avez dans des gens comme ça, c'est parce que ces gens-là, n'est-ce pas, ne sont pas, pour la plupart, issus du monde politique. Parce qu'un homme politique va vers les personnes qui vont les lire. Donc, il est grave. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Yamec, c'est vrai que c'est un exercice un peu légèrement subjectif. Connaissez-vous 2 ou 3 ministres ou 4 au Cameroun qui sont simples, qui ne se montent pas sur leurs grands chevaux, qui ne vous regardent pas de manière condescendante, ainsi de suite? Non, il y a beaucoup plus de ministres qui donnent l'impression d'être simples. Ils donnent l'impression. Ça dépend de la personne qui est devant eux. Quand c'est parfois ici au Niamey, non, le ministre de la réforme administrative, le ministre Joseph Lé, il se rappelle qu'il est un homme du peuple, qu'il est journaliste. Le ministre des enseignements de base, le professeur Laurent Dingwa. On peut citer ce genre de personnes. Maintenant, il ne faut pas citer ceux qui sont... Même le ministre Grégoire. Et vous savez, je vais m'arrêter sur le cas du professeur Laurent Serge Dingwa. Vous savez pourquoi il est simple? Non. Parce que c'est un élu à la base. Il est député, il devient ministre. Je crois qu'il est naturellement simple. Parce que vous regardez même son domicile, il n'a pas changé de domicile depuis qu'il est ministre. Il est chef de quartier. En fait, il est homme loi. Oui, les hommes loi. C'est un étoudi. Et il marche librement dans ses quartiers, dans son quartier. Il n'a peur de rien. Mais pourquoi avoir peur quand vous êtes ministre de la Défense? Donc, on a l'impression qu'ils ont des gens aussi simples que la Défense. Le MINDEF est simple. Oui, voilà. Maintenant, est-ce qu'il faudrait citer aussi ceux qui ne sont pas simples? Oui. Non. La mauvaise publicité. C'est nous qui allons faire comme les Américains. Vous verrez bien que parfait, j'ai connu un ministre qui ne l'est plus aujourd'hui, un ministre très simple à l'époque, Charles Salé, parce qu'il a été maire. Il est parti de maire pour être député et de député pour être ministre. D'accord? Très bien. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Et d'une simplicité à nul autre pareil. Mais lorsque vous nommez un administrateur, monsieur Parfait ici, rien que sa barrière qu'il fait, c'est 8 mètres ou 10 mètres. Donc. Merci donc à lui Paul Toa, chef d'entreprise. Merci à Pierre Blériot-Yamec qui restera le consultant sur Info TV. Merci à Olivia Bossal. Oui, c'est la jeune journaliste qui monte en puissance en télévision au Cameroun. Elle est journaliste à Info TV. Merci à Bernardo Basson qui reste justement notre invité permanent. De toutes les façons, pour les ministres
qui abattent un travail formidable au Cameroun. Sentez-vous justement salué et le peuple un jour sera reconnaissant. A contrario, s'il y en a qui pensent qu'il faut opprimer le peuple se souviendra également de vous un autre jour. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?